princesse, car elle est avare à ne pas le croire. Depuis que son mari est mort, elle a pris la passion d'administrer sa fortune et ne laisse ce soin à personne. Par exemple, elle est vieille alors, questionnai-je au hasard. Vieille, elle est jeune et belle, elle a autour de 25 ans, à la voir on croirait un ange, et les apparences trompent. Bah, répondis-je, elle pourrait être le diable, moi, je ne veux que ce qui m'est dû. Je sers d'intermédiaire. La princesse a un appartement à vendre, je le lui vends. Je touche mon pourcentage, et au revoir. Oh non, ce n'est pas si simple. Tu n'as pas fini d'en voir. Attends, je vais l'avertir. Il me laissa dans l'antichambre et s'en fut prévenir la princesse qu'il appelait Excellence, comme si elle était un homme. J'attendis un moment dans cette pièce d'un froid glacial propre au palais ancien, avec des murs recouverts de tapisseries et un plafond peint à fresque. Puis Antonio vint m'informer que son Excellence m'attendait. Nous traversâmes une enfilade de salons, et dans un salon plus vaste que les autres, dans l'embrasure d'une fenêtre, je la vis, assise devant un secrétaire, en train d'écrire. Antonio s'approcha et lui dit respectueusement: Voici monsieur Proietti, Excellence. Elle répondit: Avancez, avancez, Proietti, sans lever les yeux. Tout en approchant, je pus l'examiner à mon aise et dus reconnaître qu'Antonio n'avait pas exagéré en la comparant à un ange. Elle avait un fin visage, blanc, délicat, doux, avec les cheveux noirs et de longs cils sombres qui lui ombrageaient les joues. La bouche était petite, avec une lèvre supérieure plus épaisse, une vraie rose. Le nez, très légèrement retroussé, était mince, transparent, comme habitué à ne sentir que des parfums. Mon regard enveloppa la silhouette. Elle avait une robe noire avec un corsage ajusté, les flancs et la poitrine développés, une taille de guêpe qu'on pouvait entourer des deux mains. Elle écrivait, sa main était blanche, maigre, élégante, avec un diamant à l'index. Puis elle leva les yeux sur moi, et je vis qu'ils étaient magnifiques, énormes, sombres, à la fois veloutés et transparents. Eh bien, Proietti, dit-elle, allons-nous voir l'appartement? Sa voix était douce et caressante. Je balbutiai: Oui, princesse. Venez, Proietti, par là, dit-elle en prenant une grosse clé de fer. Nous retraversâmes tous les salons. Dans l'antichambre, elle dit à Antonio qui accourait pour lui ouvrir la porte: Antonio, dites un peu à ceux d'en bas du chauffage central qu'ils ne mettent plus de charbon. On suffoque de chaleur là-dedans. Et je m'étonnai car l'antichambre ainsi que les autres pièces étaient glaciales. Nous prîmes le grand escalier, elle devant, moi derrière, et je pus me rendre compte qu'elle était admirablement faite. Grande, mince, avec des jambes élancées, et cette robe noire faisant ressortir la blancheur de sa nuque et de ses mains. Après 2 rampes du grand escalier, puis d'autres d'un escalier de service, nous nous retrouvâmes au fond d'une sorte de grenier, devant le petit escalier de fer en colimaçon qui conduisait à l'appartement. Elle se mit à grimper et je la suivis en baissant les yeux, car je savais que je voulais voir ses jambes, et je m'y refusai, la respectant déjà comme une femme que l'on aime. Nous entrâmes dans l'appartement qui consistait, je le vis tout de suite, en 2 grandes pièces carrelées avec des fenêtres en mansarde, ouvertes très haut sous les combles. Une 3e pièce, de forme ronde, installée dans un belvédère, avait une porte-fenêtre donnant sur un balcon suspendu au-dessus d'un grand toit de tuiles brunes. Elle ouvrit la porte-fenêtre et sortit sur le balcon en me disant: Venez, Proietti, regardez-moi un peu ce panorama. Effectivement, la vue était superbe. De ce balcon, on découvrait toute la ville avec ses toits, ses coupoles et
pensais à elle comme à une chose qui me préoccupait et que je ne pouvais oublier. Pendant ce temps, elle était rentrée dans la pièce et je me retournais en demandant machinalement: et les pièces de service? Vous voulez dire la salle de bain? La voilà. Elle ouvrit une petite porte que je n'avais pas remarquée et me montra une pièce rectangulaire, étroite et basse, sans fenêtre, dont on avait fait une salle de bain. Du premier coup d'œil, je vis que les appareils sanitaires étaient de second choix, très ordinaires. Elle referma la porte et, debout au milieu de la grande pièce, les mains dans les poches de sa jaquette, elle me demanda: alors, Proietti, combien pensez-vous que nous pourrions demander? J'étais si préoccupé de sa beauté et du fait troublant de me retrouver seul avec elle dans cette mansarde qu'un moment je restai sans parole, me contentant de la regarder. Sans doute devina-t-elle ce qui se passait dans ma tête, car frappant le sol d'un petit pied nerveux, elle ajouta: peut-on savoir à quoi vous pensez? J'étais en train de faire un calcul, dis-je rapidement. Il y a 3 fenêtres, mais il n'y a pas d'ascenseur et l'acheteur aura beaucoup de travaux à entreprendre. Disons 3,5 millions. Mais, Proietti, s'exclama-t-elle en élevant la voix, Proietti, moi qui pensais demander 7 millions. J'avoue que, sur le moment, je fus abasourdi. Ce mélange de beauté et d'affairisme me déconcertait. Je balbutiai enfin: princesse, à 7 millions, vous ne trouverez aucun acquéreur. Mais nous ne sommes pas ici au Parioli. Cette maison est un palais historique et en plein centre de Rome. Bref, nous discutâmes un certain temps, elle debout au milieu de la pièce, moi à quelque distance pour ne pas être induit en tentation. Je parlais, mais au fond je ne faisais que penser à elle, et faute de mieux, je la dévorais des yeux. À la fin, et de mauvaise grâce, elle se laissa convaincre que 4 millions représentaient déjà une grosse somme. En effet, si l'on calculait à 1 million les réparations à faire, en ajoutant les taxes et tout le reste, l'appartement reviendrait à l'acquéreur à près de 6 millions. Comme j'avais déjà le client, je lui dis que l'affaire était faite et je pris congé. Le lendemain, je me présentai au palais en compagnie d'un jeune architecte qui cherchait précisément quelque chose de pittoresque et d'original. La princesse prit sa clé et lui montra l'appartement. L'architecte discuta un peu le prix, puis finit par accepter la somme fixée, 4 millions. Mais le matin suivant, de bonne heure, puisque 8 heures n'avaient pas encore sonné, ma femme vint me réveiller en me disant que la princesse m'appelait au téléphone. J'avais les yeux pleins de sommeil, mais la voix si douce qui me parlait me parut une musique. Je l'écoutais en pyjama, les pieds nus sur le carrelage, tandis que ma femme, à genoux, m'enfilait mes pantoufles après m'avoir jeté un manteau sur les épaules. Je ne compris à peu près rien, mais dans ce flot de paroles, de mots, tout à coup, me frappèrent. 5 millions. Princesse, dis-je aussitôt, nous nous sommes engagés pour 4 millions. Nous ne pouvons nous rétracter. En affaires, les engagements n'existent pas. Ou 5 millions, ou rien. Mais, princesse, il va se défiler. Ne faites pas l'idiot, Proietti. 5 millions, ou rien. À dire vrai, ce terme d'idiot ne me sembla, prononcé par cette voix, ni vulgaire, ni injurieux, presque un compliment. Je répondis que j'agirais suivant sa volonté et tout de suite après téléphoner à mon client pour lui communiquer la nouvelle. Je l'entendis s'exclamer à l'autre bout du fil: eh bien, vous ne plaisantez pas, vous autres, 1 million de plus du soir au lendemain. Que voulez-vous que j'y fasse? J'ai des ordres. Bon, je verrai, je réfléchirai. Alors, vous me ferez savoir? Oui, je réfléchirai, nous verrons. Moralité, on n'entendit plus parler de lui. C'est alors que commença la période la plus intime,
6 000 livres. Tantôt c'était la salle de bain pour laquelle il fallait compter la facture du plombier. Tantôt c'était la vue. Un autre jour, le fait que l'autobus s'arrêtait devant la porte. Et ainsi de suite. Mais je ne bronchais pas sur le chiffre de 5 millions qui était déjà énorme. Et la preuve, c'est que les acquéreurs possibles, à peine ce chiffre énoncé, prenaient la fuite. Enfin, par un heureux hasard, je trouvai l'amateur, un industriel milanais qui voulait l'appartement pour y installer sa maîtresse. C'était un homme expéditif et pratique, qui connaissait les affaires et le prix de l'argent. D'âge moyen, grand, avec une longue figure brune et une bouche garnie de dents en or, il vint visiter l'appartement, examina tout avec soin et, sans autre compliment, déclara à la princesse: « C'est une souricière. À Milan, nous y installerions une buanderie. Cela vaut autant 5 millions que je suis turc, quand j'y aurai fait les travaux indispensables, comme de refaire les carrelages, la tuyauterie, ouvrir des fenêtres et changer cette camelote. » Il indiquait les appareils sanitaires de la salle de bain. « Cela arrivera à me coûter 7 ou 8 millions. Tant pis, la loi du marché se règle sur l'offre et la demande. Vous avez rencontré l'homme qui a besoin de cet appartement. Vous avez donc raison. » Mais il eut tort de tenir ce discours franc et brutal d'homme d'affaires, car il était à peine parti qu'elle me dit, désolée: « Proietti, nous venons de faire une énorme erreur. » « Laquelle ? » « De ne demander que 5 millions. Il en aurait bien payé 7. »« Princesse, répondis-je, je crains que vous n'ayez pas compris ce caractère. C'est un homme plein d'argent, c'est certain, qui tient à sa maîtresse, je n'en disconviens pas. Mais pour payer plus que le prix fixé, il n'y a rien à faire. Vous ne savez pas ce que peut un homme pour la femme qu'il aime, dit-elle en me regardant de ses yeux merveilleux, qui ne reflétaient que l'argent et l'intérêt. Je me troublai et répondis: « C'est possible, mais je suis convaincu du contraire. » Le jour suivant, le Milanais se présenta au palais, accompagné de son homme d'affaires, et à peine étions-nous assis que la princesse prit la parole. « Signor Casiraghi, je regrette, mais j'ai réfléchi et ne peux plus vous laisser l'appartement pour le prix fixé hier. C'est-à-dire que j'en veux 6 millions. Si vous aviez vu Casiraghi, il se leva avec une grande simplicité, dit: « Princesse, j'ai le plaisir et l'honneur de vous saluer », s'inclina et s'en alla. Quand il eut passé la porte, je dis: « Vous avez vu, qui avait raison ?» Mais elle, nullement déconcertée: « Vous verrez que nous trouverons un amateur, même pour 6 millions. » Je l'aurais volontiers envoyé au diable, mais, hélas, j'étais trop amoureux. C'est sans doute parce que j'étais amoureux que je ne remarquai pas l'étrange comportement de l'acheteur que je lui trouvai quelques jours plus tard pour 5 millions et demi. Devant l'importance de la somme, il n'avait pas soufflé mot. C'était un gentilhomme campagnard, un jeune homme grand et gros qui ressemblait à un ours et se nommait Pandolfi. Il me fut immédiatement antipathique, comme par pressentiment. Lorsque je le présentai à la princesse, je compris aussitôt pourquoi il n'avait pas protesté. À ce qu'il paraît, ils avaient une quantité d'amis communs, et il la regardait d'une façon qui ne laissait aucun doute. Comme à l'habitude, nous examinâmes les 3 pièces et la salle de bain, puis elle ouvrit la porte-fenêtre et sortit avec lui sur le balcon pour lui montrer le panorama. J'étais demeuré en arrière, dans la pièce, et pus ainsi les observer. Tous deux appuyaient les mains sur la rampe, et je vis alors la main du jeune homme s'approcher comme par hasard de celle de la princesse, puis la recouvrir, l'envelopper. Je me mis à compter tout bas et arrivai jusqu'à 20 secondes d'attouchement. Cela ne semble rien du tout. Eh bien, essayez de les compter. À 20, elle, tout naturellement, délivra sa main et rentra dans la chambre.
sourire effronté. Vous voyez, Proietti, 5,5. Mais nous monterons encore. Le lendemain matin, je retournai chez elle qui m'attendait, assise à son secrétaire dans le salon. Elle me dit, tout excitée, savez-vous, Proietti, ce que j'ai découvert hier en regardant le panorama avec votre client? J'aurais voulu lui répondre qu'il est amoureux de vous, mais je me retins. Elle continua. J'ai découvert que, dans un coin, on voit une bonne partie de la villa Borghese. Proietti, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Aujourd'hui, nous allons demander 6,5 millions au signor Pandolfi. Avez-vous compris? Elle savait que Pandolfi était amoureux d'elle et voulait spéculer là-dessus. Pour ces 20 secondes où il avait posé sa main sur la sienne, elle lui faisait payer 1 million d'ourons, 50 000 livres par seconde. Quel appétit! Mais cette fois, je comprenais qu'elle allait obtenir cette somme, et j'éprouvais soudain à la fois de la rage, de la jalousie et du dégoût. Jusqu'alors, je n'avais été que l'intermédiaire d'une affaire. Maintenant, elle me faisait devenir l'entremetteur d'une intrigue. Avant même de m'en rendre compte, je prononçai d'une voix forte: Princesse, je sers d'intermédiaire, non d'entremetteur. Et le rouge à la figure, je sortis à la hâte. Je l'entendis dire, même pas offensé: Mais Proietti, qu'est-ce qui vous prend? Et ce fut la dernière fois que j'entendis cette voix si douce. Plusieurs mois après, je rencontrai Antonio, le majordome, et lui demandai: Et la princesse? Elle se marie. Avec qui? Je parie qu'elle épouse ce Pandolfi qui a acheté l'attique.